Maxime Liédo. Il est 8h15 sur Sud Radio. Mon invité ce matin est Clément Beaune. Bonjour. Bonjour. Au commissaire à la stratégie et au plan, énormément de sujets à voir avec vous, du narcotrafic aux économies, en passant par les municipales à Paris. Au commissaire à la stratégie et au plan, je le disais, pour combien de temps ? Pour longtemps, puisque le plan a 80 ans. C'est une institution qui a été créée par le général de Gaulle. Donc je pense qu'elle survivra longtemps, à moi-même et à tous ceux qui, j'imagine que vous y faites référence, voudraient qu'on supprime cette institution qui a été en débat à l'Assemblée nationale récemment. Bon, il y a des amendements qui relevaient, à mon avis, plutôt de petits règlements de compte ou de posture que, je l'espère, d'une vraie intention de ne plus avoir dans l'État une petite institution qui réfléchit au temps long, à ce qu'on appelle la prospective, les grandes tendances, la démographie, le changement climatique. On en a besoin. On fait ça et je vise à ce qu'on fasse à la fois des économies, parce que c'est évidemment nécessaire aujourd'hui. Le Parlement nous a demandé de faire des économies, de fusionner deux institutions. On l'a fait. C'est pas si fréquent, puisqu'on en parle, nous on le fait. Et puis d'être efficace dans ce qu'on propose. Et sur beaucoup de rapports, je note d'ailleurs que les députés de tous les groupes nous invitent, nous auditionnent extrêmement souvent. Donc ceux qui déposent des amendements pourraient venir aussi aux auditions et lire nos rapports avant de juger s'ils sont bons ou pas. Mais est-ce que la proposition est pour autant si délirante ? Parce que je pense à tous les Français qui nous écoutent, on n'arrête pas de leur dire il y a des agences qui servent à rien, vous parlez du temps long, c'est formidable, des rapports, j'ai envie de dire qu'on en a tout le temps dans ce pays. Pourquoi le plan est si indispensable que ça ? Mais parce que je pense qu'on a justement besoin, je prends un cas très concret, de réfléchir à ce qui va se passer en 2035, en 2050. Plein de gens peuvent le faire. Moi, j'aspire justement à ce qu'on le fasse avec peu de gens, des équipes petites, et qu'on travaille avec d'autres, des experts, il y en a plein, dans le secteur public, dans le secteur privé, des entreprises. Moi, je reçois essentiellement des gens qui viennent d'ailleurs du monde de l'entreprise et qui disent on a besoin en matière d'énergie, on a besoin pour l'investissement dans nos infrastructures, de savoir quel grand projet d'infrastructure on va construire en 2050. Peut-être le projet des ministres directement, ça non de réfléchir. Oui, mais bien sûr, mais je veux vous dire, les gens qui travaillent au plan, ce sont une cinquantaine de chercheurs et ils viennent pour la plupart de ministères. Pendant quelques années, ils sont là pour faire ce travail, mais ce sont des agents publics qui ensuite vont faire souvent autre chose. Donc on ne crée pas de l'emploi public, si je puis dire, pour l'occasion. Et cette institution, j'insiste, elle a toujours existé parce qu'on s'est dit, il faut justement, a fortiori, j'allais dire, dans le bazar qu'on peut vivre aujourd'hui, avoir un peu de prospective, un peu de réflexion sur le temps. Je prends un seul exemple, la démographie. Est-ce qu'on sait que dans ce pays, depuis 15 ans, on a fermé 6000, non pas classes, mais écoles, que ça va continuer parce qu'on a moins d'élèves et donc il faut réfléchir, ça c'est ensuite une décision politique, à notre démographie scolaire. Vous l'avez beaucoup lu, on a fait une note là-dessus qui je crois est très utile, très éclairante, j'en discute d'ailleurs avec les ministres concernés, on est au service du Parlement et du gouvernement. Ensuite, faire des économies évidemment, supprimer les emplois, on le fait, et je veux vous dire, les agences, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font, c'est un peu comme les frites McCain. Nous, on a fusionné deux agences ou deux institutions de l'État pour faire 15% d'économie cette année, supprimer des effectifs, tout en étant le plus utile possible. Et on va faire encore mieux, encore plus de production. On a fait 34 études que chacun peut consulter. Vous assure vraiment qu'il y a beaucoup de choses différentes et beaucoup de choses utiles depuis que je suis arrivé au mois de mars. Donc on a bien compris la volonté donc de penser la France en 2035, je note en d'ailleurs, 2050. puisque le débat budgétaire arrive au Sénat, qu'au Sénat, personne, dans aucun groupe politique, n'a demandé la suppression de cette institution. Donc c'était la mesquinerie des députés. Et même des gens qui ne sont pas tout à fait de ma famille politique, jusqu'au Rassemblement national, ne l'ont pas proposé. Et on dit, vous avez fait la fusion, c'est bien, continuez à faire des économies. Donc et surtout, d'un mot, c'était de la mesquinerie des députés. Oui, écoutez, je ne sonde pas les reins et les cœurs, mais je pense que c'était une forme de petitesse politique. Et surtout, moi j'aime bien qu'on parle de ce qu'on connaît. J'ai fait 12 auditions à peu près à l'Assemblée nationale depuis que je suis arrivé. Les porteurs de l'amendement ne sont venus à aucune des 12. Donc c'est bien, ensuite le Parlement est souverain. Il décide, mais c'est bien de le faire en connaissance de cause. Justement, la France de 2035 et la France de 2050 et la France de demain, on va avoir un certain nombre de sujets à aborder, notamment celui sur la sécurité, une semaine marquée par le narcotrafic. Hier, c'était Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, ainsi que Laurent Nunez qui était en déplacement à Marseille, une semaine après le meurtre du jeune frère d'Amine Kessassi. Il y a un tel degré de violence sur ce sujet-là, un tel degré en réalité de gravité. Est-ce que vous rejoignez ceux qui disent, notamment l'intellectuel italien qui connaît par cœur la mafia, que la France n'a rien fait. Encore ce matin dans le Figaro, il le dit, la France a ignoré cette question pendant 30 ans. C'est ce qu'on a fait ? Non, je ne crois pas. D'abord, je voudrais penser aux proches et à la famille. Il y aura demain une marche à Marseille en soutien à la famille Kessassi, parce que c'est d'abord un drame et on doit avoir une certaine dignité dans ce moment. Et puis, bien sûr, c'est un fléau, international d'ailleurs.
En France, il y a eu un certain nombre d'actions de différents gouvernements, mais qui ont été beaucoup renforcées, notamment à Marseille ces dernières années, avec un certain nombre de résultats, de démantèlement de points de deal. Mais c'est un combat qui va être long, qui va être difficile. On voit des pays qui étaient très peu concernés par le narcotrafic il y a 20 ou 30 ans, qui sont aujourd'hui en première ligne. Je pense aux Pays-Bas, à travers les ports, la Belgique, la France aussi, parce que nous sommes des cibles de trafic internationaux avec des milliards d'euros, de dollars qui sont en jeu. Et donc, il faut l'assumer. Ça va être un combat qui va nécessiter beaucoup de fermeté, beaucoup de temps. Mais il faut rien lâcher, à la fois sur le très local, si je peux dire, à démonter des filières, des points de deal, emprisonner, sanctionner, et puis par une coopération internationale et aller à la source, parce que ce sont des filières, quand ça arrive dans les quartiers nord de Marseille ou dans d'autres métropoles françaises ou dans nos grands ports, qui sont désormais développées, qui sont désormais extrêmement puissantes, extrêmement organisées. Et quand vous regardez toutes les mesures, vous avez cité le garde des Sceaux, ce qu'il a pris comme mesure pour avoir des quartiers de haute sécurité pour les narcotrafiquants qui puissent plus échanger, avec des prisons de quartiers de haute sécurité, des quartiers de haute sécurité dans des prisons dédiées. Comme on s'inspire effectivement de pays qui ont malheureusement ces expériences plus que nous, je pense à l'Italie, ce sont des mesures nécessaires. Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a une action déterminée. Et effectivement, je pense qu'en France comme en Europe, il y a une prise de conscience parce que le narcotrafic s'est internationalisé ces dernières années, qui nécessite d'agir encore plus. Mais le pilonnage des points de deal, les emprisonnements, les sanctions ont augmenté. La lutte contre la... bon sens. C'est toujours difficile à dire, pour être très honnête, parce que quand on voit les drames comme celui-là, on ne peut pas dire qu'il y a évidemment plus rien à faire. Il y a encore énormément à faire. Et c'est un combat qui va être très long, il faut le savoir, mais il y a des choses qui sont faites. De la justice, Gérald Darmanin, il a aussi évoqué un chiffre qui résonne singulièrement ce matin, 5 à 7 milliards d'euros, c'est ce que générait le trafic de drogue. Et il y a cette question qui revient en permanence comme une question de fond dans le débat public. Est-ce qu'il faut aller, quand on voit ce que ça rapporte, quand on voit le phénomène, le Parisien ce matin évoque 900 000 consommateurs aujourd'hui de drogue en France, est-ce qu'on doit aller jusqu'à légaliser, dépénaliser certaines formes de drogue en France? Est-ce que c'est un débat qu'on doit ouvrir? Oui, mais je veux pas. C'est un vrai débat, mais je veux pas qu'on confonde les choses. Il faut y avoir aucune naïveté où on va pas résoudre un débat qui nécessite une réponse pénale, une réponse policière, une sanction extrêmement ferme face au drame qu'on a vécu, en disant écoutez, on laisse tomber. On est en quelque sorte défaitiste. Sans laisser tomber, ça peut être complémentaire. Bon. Après, il faut distinguer sans doute entre les types de consommation sur des drogues dures, cocaïne qui explose. Là, il n'y a aucun débat même à avoir sur une quelconque légalisation. 47 tonnes de cocaïne saisies rien que l'an dernier en France. C'est ça qui augmente sans doute le plus, et c'est ça qui fait l'objet de trafics internationaux. La question du cannabis, elle est très spécifique, mais quoi qu'il arrive, tant que la loi est celle-ci, c'est-à-dire interdiction, elle doit être appliquée, et c'est, j'allais dire, presque la plus mauvaise période pour avoir ce débat sur légalisation, etc. Parce que aujourd'hui, quand on voit le drame qui s'est passé encore à Marseille avec cette famille de nouveau endeuillée, parce que c'est la deuxième fois que la famille Kessassi est touchée, avec quelqu'un qui avait rien à voir avec le trafic de drogue, donc c'est un règlement de compte et une intimidation, on doit rien lâcher là-dessus. Donc à court terme, la réponse c'est fermeté absolue. Mais à moyen ou long terme, parce qu'on sait que c'est un problème qu'on va devoir penser justement un peu comme moi, je vais vous dire, j'en parle très librement, j'en ai évoqué dans un livre récemment, c'est un vrai sujet sur le cannabis. Et je vais vous paraître peut-être paradoxal, je pense que c'est un débat qu'on doit avoir au niveau européen. Pourquoi ? Parce que quand il y a un pays qui légalise ou qui dépénalise... C'est déjà le cas autour de nous. C'est déjà le cas autour de nous. Si vous le faites séparément et que le pays d'à côté, comme nous d'ailleurs, a des sanctions plus dures, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une concentration des consommateurs, avec des phénomènes qu'on a vus aux Pays-Bas, qui les ont fait d'ailleurs reculer sur la légalisation, la dépénalisation, qui sont extrêmement préoccupants pour certains nombre de grandes villes. Donc est-ce qu'en France, on doit mener ce débat à moyen ou long terme ? Il faudra le mener. Et vous, quelle est votre position justement ? Parce que vous réfléchissez à la France de demain. Est-ce que la France de demain doit dépénaliser, légaliser le cannabis ? On ne travaille pas là-dessus au plan, pour tout vous dire, donc je vais vous donner un avis personnel. On a une forme de chance, c'est qu'on a un grand pays, pour la première fois, qui est notre voisin, qui est l'Allemagne, qui a changé sa législation. Et donc moi là-dessus, je suis pragmatique. Si ça améliore les choses, si ça lutte contre les trafics, si ça améliore la santé publique, si ça réduit justement cette hydre qui est financée avec des milliards d'euros de trafic, ouvrons le débat chez nous. Dépénalisation, pas légalisation. Oui, exactement. Ouvrons le débat chez nous. Si en Allemagne on s'aperçoit que cette mesure, ils l'ont décidé pas pour faire une expérience, c'est eux qui l'ont choisi librement. Si cette expérience est mauvaise, si elle renforce plutôt les trafics, si elle dégrade la santé publique, si elle concentre la consommation dans les villes et les centres-villes, à ce moment-là, gardons et durcissons encore peut-être même notre législation. Sur ce sujet, à notre micro ce matin, peut-être ouvrons le débat sur la dépénalisation du cannabis. C'est pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis regardons les pratiques européennes. On a mais ouvrons le débat.
regardons scientifiquement, puisque nous on fait des évaluations de politique publique, ce qui va se passer en Allemagne avec ce sujet de la dépénalisation, effectivement, qui n'est pas la légalisation. Et donc on y reviendra, on entendra certainement parler dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Autre sujet qui décidément là aussi provoque énormément de réflexion, c'est naturellement le budget, Clément Beaune, avec la navette parlementaire qui a commencé. C'est beaucoup au Sénat que ça se joue du côté des finances publiques. Alors on a vu avec aujourd'hui la réintroduction de la réforme des retraites, le rétablissement du gel des prestations sociales, du barème de la CSG. Bref, on voit encore à quel point la réforme des retraites cristallise toutes les attentions, toutes les crispations politiques. La dernière fois que vous êtes venu chez nous, Clément Beaune, vous disiez qu'il y aura d'autres ajustements, d'autres réformes des retraites. Quand vous voyez à quel point ça cristallise encore comme sujet, quelle est l'attitude à adopter ? C'est exactement ce qu'on illustrait au début sur le temps long. On a publié avec Antoine Fouché, qui a écrit un livre très intéressant sur le monde du travail, vous l'avez sans doute reçu, une note sur les retraites qui montre qu'on est encore, même si on appliquait toute la réforme Borne de 2023, on serait encore 3 ans en dessous, en termes d'âge légal de départ, de la moyenne des pays européens. Or, nous avons une démographie qui nous a longtemps protégée, ça n'est plus le cas. Donc nous, on montre justement dans cette étude qu'il y a le débat du jour, suspension, le compromis nécessaire parlementaire, je le comprends, mais la réalité va nous rattraper. C'est que nous aurons de toute façon besoin de travailler au long de la vie plus longtemps. Sinon, il n'y a pas de mystère. On produira moins ou on financera moins notre modèle social. Si on veut garder un niveau de production élevé, de compétitivité élevé, de modèle social élevé, il faudra travailler. Et quel est le modèle que vous avez en tête ? On voit fleurir certains modèles. On a le modèle par capitalisation. On a eu Gabriel Attal qui a pensé à un nouveau modèle, etc. Lequel est le vôtre ? Moi, je suis séduit par certaines des propositions qu'a évoquées Gabriel Attal. Je pense à la question des points et la question de donner plus de liberté. C'est pas pareil quand vous êtes... suppression de l'âge pivot et plutôt une retraite à points. La question, effectivement, une retraite à points et jouer sur la durée de cotisation. Avec une suppression de l'âge pivot ? Avec potentiellement une suppression de l'âge pivot. Là-dessus, on va faire une étude, pour être clair, parce que l'âge pivot, il n'est pas là pour embêter les gens. Va faire une étude sur les retraites. Comparant les modèles européens. Pourquoi on a gardé l'âge pivot, y compris dans la dernière réforme ? Parce qu'il est une forme de référence pour les employeurs et pour les salariés, pour savoir à quel âge on part, calculer ses recrutements ou ses durées de cotisation. Maintenant, donner plus de liberté, c'est ça l'esprit des propositions de mon parti, de Gabriel Attal. Je pense que c'est une bonne idée. Et c'était d'ailleurs l'esprit de la réforme de 2019-2020 qu'on n'a pas pu conduire jusqu'au bout. Mais ça n'enlèvera pas une réalité économique, démographique tenace, c'est qu'on devra travailler collectivement plus longtemps dans la vie. Ça, il faut le dire très honnêtement aux Français, il n'y a pas de remède miracle. Ensuite, ayons justement le débat sur âge pivot ou pas âge pivot, durée de cotisation, pénibilité. Moi, j'ai été ministre des Transports, on avait signé par exemple avec les transporteurs routiers un accord sur la pénibilité. C'est pas pareil quand vous êtes 40 ans ou 35 ans même au volant d'un camion que quand vous êtes dans un bureau avec pas les mêmes conditions physiques et de vie. Et j'ajoute un point qui me paraît extrêmement important, c'est que je pense qu'il faut qu'on repense le dernier âge ou la dernière période de la vie active. À partir peut-être de 60 ans, eh bien, les retraites progressives, c'est-à-dire l'idée d'avoir 90% du temps de travail ou 80% du temps de travail, plus de télétravail. On en parle souvent pour les jeunes. Je pense que c'est pour les seniors qu'il faut qu'on aménage le plus la façon de travailler, parce que comme on va travailler plus longtemps, il faut aussi qu'on adapte et qu'on aménage les conditions de travail à partir de 60 ans. Et ce rapport sur les retraites, donc que commettra le oui, on travaille sur les finances publiques en général. Ça sera au premier semestre 2026. Donc on travaille à ces comparaisons européennes pour s'inspirer aussi, c'est notre boulot, des meilleurs systèmes ou des meilleures idées en Europe, parce qu'on est tous confrontés au même sujet. Justement, donc premier semestre, en effet, un rapport du Haut Commissariat au Plan pour comparer les retraites européennes et pour s'inspirer du meilleur modèle. Continuons justement à ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. On semble quand même apercevoir un front d'énormément de députés qui semblent s'accorder pour dire en réalité, là, le budget en l'état, nous ne le voterons pas. Est-ce que Clément Beaune, député, aurait voté ce budget de compromis ? J'aurais cherché le compromis. C'est facile à dire quand on n'est pas sur les bancs. Donc je donne leçon à personne. Je sais que c'est difficile pour tous les groupes parce que quand il n'y a pas de majorité, chacun doit faire des efforts. C'est ça le compromis. Donc j'aime bien, j'entends beaucoup de gens qui disent le compromis c'est super jusqu'au jour où il faut céder sur quelque chose qu'on n'a pas envie de concéder aux autres. Bon, y compris les retraites. Je vois bien le groupe auquel j'ai appartenu, Renaissance ou Ensemble pour la République. C'est des députés qui ont courageusement, j'en ai fait partie, porté la réforme des retraites et qui au nom du compromis disent j'ai pas changé d'avis mais j'accepte qu'on suspende ou qu'on décale cette réforme des retraites. Bon, donc j'aurais cherché un compromis, je ne sais pas exactement où on aurait atterri. Il y a un point qui me frappe, et ça c'est inquiétant, c'est qu'il y a des taxes qui sont votées à l'Assemblée nationale. Parfois on ne sait même pas quel est leur impact. Bon, cette fameuse imposition, je crois, sur la fortune improductive, on dit. Oui. Moi, j'ai entendu comme citoyen, en écoutant la radio ici ou ailleurs, 3 versions différentes de
ce qui est taxé ou pas taxé. Et donc ça veut dire quoi? Que les députés ne travaillent pas suffisamment, comme dirait Philippe Aghion, prix Nobel d'économie, c'est qu'ils n'ont pas un niveau économique nécessaire, c'est quoi? Moi je dis jamais ça, d'abord parce qu'on est élu, on représente les Français, donc c'est eux qu'on choisit. Il n'y a pas un diplôme particulier pour être élu, il y a un choix des Français, c'est la démocratie. Et puis c'est un peu facile parce que être élu c'est dur, on est confronté à l'urgence, on est confronté à des injonctions contradictoires, donc je ne donnerai aucune leçon de ce genre. En revanche, je crois que c'est la présidente de l'Assemblée nationale elle-même qui l'a dit, les conditions dans lesquelles on négocie, on vote un budget au Parlement, ça va pas du tout. Bon, on a 2 mois, ce qui est énorme. Les autres pays européens consacrent beaucoup moins de temps à leur budget, mais on fait ça en direct, si je puis dire. C'est-à-dire, il y a un amendement qui est voté, il n'y a pas d'évaluation, et on doit se prononcer en 10 secondes sur un amendement d'un autre groupe. Là aussi, c'est des propositions qu'on fait. Il faudrait que sur tout ce qui vient de l'initiative parlementaire, il y ait un temps, même court, quelques jours, d'évaluation de l'impact. Donc quand il y a une mesure fiscale, ce qu'on vote. Comment qu'on sache, et y compris pour les parlementaires eux-mêmes, ce qu'on vote. Combien ça coûte? Et vous voyez, c'est très anxiogène. Moi, je discute avec des gens qui allument la radio le matin. Ils disent c'est hyper angoissant quand on entend parler du budget. On ne sait même pas où on en est, de quoi ça parle, combien ça coûte, combien ça rapporte. Bon, à ce temps de pause, quelques amendements, on évalue et on met ça dans le débat public. Ça, on peut le faire. D'ailleurs, nous, au commissariat, on est capable d'évaluer. Et j'ai proposé nos services pour qu'on évalue les aides aux entreprises. Pour qu'on évalue. Vous n'avez pas eu de réponse encore? Si, la présidente de l'Assemblée nationale, de manière générale, nous confie des missions. Et il faut aller dans ce sens. On parle d'efficacité, d'utilité au début. C'est exactement ce sur quoi on peut, je crois, éclairer le débat public. C'est ça notre boulot. Il y a donc une question qui revient quand on voit ces différents blocages, ces différentes discussions qui semblent éternelles. C'est la question du 49.3. Le rapporteur général du budget, Philippe Juvin, dit « Je suis favorable à ce que le gouvernement revienne sur cette décision de ne pas utiliser le 49.3 pour faire adopter ce texte. » Et c'est comme ça que ça se finira à la fin. Est-ce que vous seriez pour qu'on réutilise le 49.3 à un moment? Moi, je crois ce qui est dit, parce que le Premier ministre a pris des engagements. Tous les engagements qu'il a pris jusqu'à présent, il les a tenus. Je crois que les oppositions elles-mêmes peuvent en témoigner. Le Premier ministre a été clair, il a dit qu'il ne souhaitait pas recourir au 49.3. Mais vous, est-ce que dans la situation, vous considérez que peut-être... Non, mais vous avez un avis, Clément Beaune, vous pensez. Donc, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on pourrait réactiver le 49.3 pour faire passer le texte? Non, quand les choses ont été dites, je pense que c'est bien de les tenir. Voilà, pour être très clair. Ensuite, quand le Premier ministre a dit « je ne recourrai pas au 49.3 », beaucoup de gens, notamment le Parti socialiste, qui l'ont demandé, ont dit « très bien, on va avoir une négociation budgétaire réelle ». C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller au bout du compromis. Et maintenant, une fois qu'on a enlevé le 49.3, il y a une obligation qui pèse sur tous les parlementaires, c'est effectivement de trouver un budget clair et raisonnable. Donc, moi, mon avis, c'est que quand un engagement est pris, il doit être tenu. Le Premier ministre l'a pris. C'est comme ça, et maintenant les parlementaires doivent réussir à trouver un budget. Vous évoquiez le Premier ministre, il a fait une proposition hier devant les maires de France au Salon des maires, où vous étiez d'ailleurs aussi, Clément Beaune. Il a dit en réalité, je promets un méga décret sur les normes d'ici Noël. Est-ce que ça fait partie de la vision stratégique que doit avoir un pays? Virer les normes, vous le soutenez, vous dites bravo? Alors, virer les normes, on a besoin de normes, parce que les normes c'est aussi des protections, donc il y a le discours Celles parfois, qui sont excessives. Il y en a qui sont compliquées, excessives ou contradictoires. J'ai échangé avec les plus jeunes maires de France, dont le plus jeune maire de France qui a moins de 25 ans. Tous, ils m'ont dit, c'est pas tellement une question budgétaire, le sujet, il y a des économies à faire, c'est dur, etc. C'est une question effectivement de normes et de compréhension. Ils me disent par exemple pour notre cantine scolaire, on a une circulaire qui change tous les 3 jours, littéralement, et parfois on nous donne des injonctions contradictoires entre développer le bio et réduire les prix, entre avoir une tarification sociale et avoir un barème plus simple, etc., etc. Et donc il faut donner plus de liberté. Je pense que le méga décret qu'évoque le Premier ministre, c'est, si je l'ai bien compris, très concret. C'est exactement ce que j'ai entendu au Salon des maires. On prend 10, 20, 30 normes qui sont compliquées, pas utiles, et on les enlève, on les simplifie. Qu'il y ait des normes de sécurité dans les équipements scolaires. On a tous envie que quand il y a un square pour nos enfants, ça soit en sécurité. On a tous envie que quand il y a un panneau de basket, ça soit en sécurité. Mais en revanche, peut-être qu'avoir des normes qui s'empilent tous les jours, c'est pas nécessaire. On est un peu champion pour ça, et on peut sans doute faire plus simple. De faire le tri. Il a été maire, il est président de département, il sait comment ça marche. Je pense que c'est utile de lui faire confiance là-dessus. 2 dernières questions, Clément Beaune, d'un point de vue, on va dire, international. Vous avez sans doute vu le chef d'état-major, le général Mandon, qui a appelé la France à une force d'âme et à être prête à perdre ses enfants. Alors, il n'a pas tout à fait dit ça, le général Mandon. Il a alerté sur un contexte... C'est l'esprit. Non, il faut être précis. Il a alerté sur une menace russe très violente. Il a raison de le dire comme il le sait, tel que c'est la réalité. Et puis il a dit, il y a une différence entre eux et nous, d'une certaine façon, c'est que... Il a quand même dit, il faut accepter de perdre ses enfants, je cite. Oui, c'est ça la guerre. C'est très précis. C'est ça la guerre. Bon. Et donc, est-ce qu'un chef d'état-major doit parler comme ça? Il n'a pas dit qu'il le souhaitait. Il a dit que c'était le risque et le monde dans lequel on vivait. Et là-dessus, il a raison d'alerter. Un monde où la guerre est à nos portes, on le voit en Ukraine, mais où la menace russe peut être une menace de guerre. C'est pas fantasmé, c'est la réalité qui est souvent sous-estimée, qui est déniée par beaucoup. Le chef d'état-major des armées, il a raison de nous alerter là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on est en guerre demain matin. Ça veut dire qu'il faut se préparer
Et justement, tous les efforts d'investissement qu'on fait dans nos armées, dans la technologie, dans nos soldats, c'est pour nous préparer à éviter des conflits, à montrer qu'on est fort et donc que personne ne va nous attaquer. Et justement, pour se préparer, est-ce qu'on doit penser à un retour du service militaire? C'est en tout cas ce que travaille visiblement... On a travaillé là-dessus, ça fait partie des propositions qu'on a regardées en comparaison européenne aussi. Moi, je suis favorable à titre personnel à ce qu'il y ait un service militaire volontaire ou un service civique généralisé, et ou d'ailleurs, parce qu'on peut faire les deux, qu'en tout cas il y a un temps d'engagement pour tous les jeunes, probablement avant 25 ans. Donc pas sur la base du volontariat. Alors, qu'il y a un temps d'engagement, par exemple un service civique qui pourrait être obligatoire pour tous, et avec une variante militaire qui pourrait être volontaire. On a chiffré toutes ces propositions, parce que là aussi, beaucoup en parlent, ça coûte de l'argent, donc ce sont des choix budgétaires aussi, ça coûte entre 1 et 5 milliards d'euros par an, et on a mouillé tout ça, j'invite chacun à aller voir sur le site du commissariat au plan, c'est un débat qui va revenir, et donc on a des chiffrages, des propositions concrètes. Moi je pense qu'avoir un temps d'engagement citoyen pour tous, c'est une nécessité dans la société dans laquelle on vit. Clément Beaune, haut commissaire à la stratégie au plan, merci beaucoup d'être venu sur Sud Radio. Vous repartez comment? Je repars en voiture électrique. En électrique, mais pas en métro? Pas ce matin, mais tout à l'heure je vais à la gare pour tout vous dire et je prendrai la ligne 4. Et la ligne 4, est-ce que vous aimeriez diriger toutes les lignes? Parce que vous avez vu que le poste du dirigeant de la RATP est vacant. C'est pas mon plan, puisqu'on parle de plan. C'est pas mon plan. Ça vous a jamais effleuré l'esprit? Les transports ça me passionne, mais là j'ai un boulot dans lequel je suis heureux et que je vais garder. J'espère bien. On vous le propose, vous refusez? On ne me l'a pas proposé, je n'ai pas lu à le refuser, mais c'est pas mon objet et vous verrez que c'est pas ça qui arrivera. Clément Beaune, haut commissaire à la stratégie au plan. Merci beaucoup d'avoir été au micro de Sud Radio ce matin. Vous l'avez entendu, la politique, il en est question. Et dans un instant, on va parler justement des députés, parce que la présidente de l'Assemblée nationale a dit non, on stigmatise un peu trop les députés quand on prend en photo l'hémicycle et quand on fait remarquer que les députés ne sont pas là. Ah bon? Est-ce qu'on stigmatise trop les députés, selon vous? 0826 300 300. On en parle dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.